Tout de suite, apparemment. Tout de suite. Ja. Zo. Ja, maar je gaat dat horen, hè? Écoute, si je m'emporte et que je donne des coups, ça c'est... Ok. Je pense pas... On dit là que Staline, il a rompu avec les conceptions, avec la pratique de Lénine, qu'il a écarté les vrais révolutionnaires, voire assassinés, et qu'il a instauré un pouvoir personnel, dictatorial, un pouvoir d'une nouvelle couche de bureaucrates qui s'est installée au pouvoir en Union soviétique une dizaine d'années après la révolution d'octobre. D'autre côté, il y a des gens qui disent que Staline, pour l'essentiel, il a continué l'œuvre, la théorie, la pratique de Lénine, et que c'est comme ça qu'il a réussi à bâtir le socialisme en Union soviétique, qu'il a été capable de construire un pays qui était, le moment venu, assez industrialisé, avec un peuple assez mobilisé pour tenir tête à l'occupation nazie pendant la Deuxième Guerre mondiale et de finalement abattre le nazisme hitlérien. Donc ça, c'est une interprétation qui met l'accent sur Staline, continuateur de l'œuvre de Lénine, et qui dit qu'il faut rechercher l'essentiel pour juger l'œuvre de Staline d'une manière révolutionnaire, et que c'est sur cette base-là qu'on peut examiner des fautes graves commises par Staline. Il y a des gens qui disent, de notre point de vue, qui disent aussi que Staline, c'est la continuation de Lénine. Donc il y a par exemple un écrivain qui est fort aimé ici en Occident, Solzhenitsyn, et lui, il dit depuis longtemps que Staline, il continue Lénine. Et il dit qu'il faut comprendre que le vrai problème, c'est pas Staline, mais que ça commence déjà plutôt avec Lénine. Et que c'est en continuant les principes, la pratique de Lénine, que Staline, finalement, il a construit sur Terre un enfer horrible. Donc ça sont des thèses qui peuvent sembler identiques, mais qui partent d'une appréciation tout à fait opposée. Donc, l'orateur de ce soir, c'est Maria Magavigan. Elle va essayer d'aborder cet héritage de Lénine par Staline, et essayer de nous faire comprendre un homme et son époque. Et puis ce sera à vous de juger sur certains points au moins qui auront été développés dans cet exposé. Le but, c'est d'avoir un exposé assez court, 1 heure, 1 heure et quart, et puis qu'il y a une large possibilité de débat.
Vous voyez aussi qu'on a fait un effort extraordinaire pour rassembler certaines œuvres qui traitent de Staline et qui sont plus disponibles dans les librairies, soit épuisées, soit pour d'autres raisons. Mais ce soir, on aura l'occasion de se procurer ces documents rares. Je passe maintenant la parole à Maria McGavigan, qui est militant depuis très longtemps déjà du Parti du Travail et qui, comme communiste depuis 20 ans au moins, a vécu avec nous les assauts contre le communisme de ce dernier temps, les assauts contre Staline, contre le stalinisme, contre le communisme en général. Et c'est de ce point de vue-là qu'elle est directement impliquée et interrogée par cette affaire-là. Bon, dans les leçons précédentes de ce cycle de conférences, nous nous sommes familiarisés avec différents aspects de la théorie marxiste telle qu'elle a été développée par Lénine. Donc nous avons vu que Lénine a été le premier à faire une analyse de l'impérialisme comme étant l'aboutissement du système d'exploitation capitaliste. Donc ce système mène les capitalistes non seulement à exploiter les travailleurs de leur propre pays, donc ça c'est le capitalisme du début, mais aussi et inévitablement à chercher à étendre leur domination à d'autres peuples. Les États capitalistes sont prêts aux pires atrocités pour s'arracher des marchés, des sources de matières premières, etc. Nous avons ensuite examiné la théorie léniniste de l'État. Donc l'État, dans cette théorie, l'État n'est pas neutre, intervenant pour régler des conflits entre des groupes d'intérêts, comme le prétendent nos dirigeants, nos médias, nos livres d'histoire, etc. L'État est un instrument de domination au service d'une classe. Il utilise tous les moyens à sa disposition, et notamment l'armée, la justice, l'administration, pour se maintenir au pouvoir, enfin pour maintenir cette classe au pouvoir et pour faire travailler les autres classes au profit de cette classe-là. Donc il s'ensuit que pour en finir avec l'exploitation de la classe ouvrière par la bourgeoisie, il faut renverser l'État bourgeois avec son armée, sa justice, son administration, et le remplacer par un État des classes travailleuses. Et en dernier ressort, ce renversement ne peut se faire que par les armes. Donc c'est évident que renverser l'État bourgeois, c'est une autre paire de manches que de faire passer une loi interdisant le travail des enfants dans les mines, par exemple, ou même d'introduire le suffrage universel. Donc c'est tout à fait autre chose. Et c'est pourquoi, et ça c'était la troisième conférence à laquelle je n'ai pas assisté, donc vous me direz si ce n'est pas ça, mais je pense bien, c'est pourquoi la classe ouvrière doit être encadrée dans cette lutte, donc cette lutte pour renverser l'État bourgeois par son avant-garde organisée dans un parti que Lénine appelait un parti de type nouveau, donc un parti uni et discipliné, qui fonctionne selon un certain nombre de règles, qui fonctionne selon ce qu'on appelle le centralisme démocratique, qui pratique la critique autocritique, un parti qui est aussi lié aux masses. Vous avez vu que grâce à l'analyse correcte de la société russe, et l'analyse aussi du monde, grâce à l'existence d'un parti de ce type, la classe ouvrière russe, sous la direction du Parti communiste de l'Union soviétique et de Lénine, a pu prendre le pouvoir en Russie en octobre 1917, en détruisant l'État tsariste et en détruisant le pouvoir de la classe qui dirigeait cet État.
et après. Bon, après, c'est de ça qu'on va parler maintenant. Hein. Donc, on va parler de ce qui s'est passé après, pendant les 35 ans qui séparent 1917 de la mort de Staline. Bon, on ne va pas parler de tout, hein, évidemment. Hein. On va essayer de voir comment on a essayé de mettre sur pied, dans ce pays arriéré et ruiné par la guerre qui était l'URSS, cet État ouvrier qui avait fait l'objet de tant de rêves depuis que le capitalisme existait. C'est une histoire extrêmement complexe, pour plusieurs raisons. Donc d'abord parce que c'était une période très mouvementée. Donc, vous savez, il y avait la crise économique, il y avait la montée du fascisme et du nazisme, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide. Enfin, c'est vraiment une période extrêmement mouvementée dans l'histoire du monde. Ensuite, parce que les bolcheviks avaient maintenant contre eux non seulement les anciens possédants russes, qui se démenaient de façon acharnée pour reprendre leur pouvoir perdu, mais aussi le monde entier. Donc les autres États avaient évidemment, après 1917, avaient évidemment très peur que la même chose arrive chez eux. Et c'est un fait certain que la révolution bolchevique était effectivement une source d'inspiration à la classe ouvrière partout dans le monde. Donc il faut un peu imaginer quelle était la situation historique du début des années 20. Alors en dernier lieu, c'est complexe parce que l'histoire de l'Union soviétique sous Staline est beaucoup plus controversée que celle de la période avant. Ou je pourrais même dire, ce n'est pas même controversé, que c'est plutôt que en Occident, il y a une quasi-unanimité pour présenter cette période comme extrêmement négative, beaucoup de gens allant jusqu'à dire qu'il n'y avait pas de différence fondamentale entre le régime soviétique et celui de l'Allemagne nazie, par exemple. Hein. Donc, je vais parler essentiellement de deux choses. Et après, on peut éventuellement discuter de toutes sortes d'éléments dont je n'ai pas parlé. Ça, c'est comme vous voudrez. Donc, deux choses, deux éléments de la théorie marxiste-léniniste, donc qui ont rapport évidemment avec la période qu'on est en train d'étudier. Donc, le premier élément est ce qu'on appelle la dictature du prolétariat. Donc c'est quelque chose d'essentiel, c'est une conception essentielle pour comprendre ce qui va suivre. Donc qu'est-ce que ça veut dire dans la théorie de Marx, de Lénine et de Staline? Donc ce n'est pas Staline qui a inventé cette idée, ce n'est même pas Lénine, c'est Marx. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans l'URSS de l'époque de Staline? Alors, pour cet aspect-là des choses, pour cet élément-là, je vais surtout me baser sur les exemples de l'industrialisation et de la collectivisation de l'agriculture en URSS. Puis je vais parler, donc comme deuxième élément, je vais parler du parti et du rôle du Parti communiste à la même époque. Et là, je vais parler de ce qu'on appelle les purges, parce que c'est évident que ça pose problème. Hein. Donc ça, je vais essayer de démêler les différentes choses là-dedans. Et pour terminer, je vais dire quelques mots sur l'URSS dans la Deuxième Guerre mondiale. Et je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça à ce moment-là. Et après, évidemment, on peut poser des questions. Alors, on va
commencer donc avec cette idée qui est la dictature du prolétariat. Donc Staline lui-même a défini la dictature du prolétariat dans une brochure appelée Les principes du léninisme que vous pouvez trouver là-bas et qui est très bon marché aussi. Hein. Donc c'est intéressant de voir ce que les acteurs de l'histoire racontent eux-mêmes. Donc voici ce qu'il en dit, donc un peu résumé. Hein. Donc il dit essentiellement 3 choses sur la dictature du prolétariat. Donc il dit d'abord que la dictature du prolétariat, c'est l'instrument de la révolution prolétarienne. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Donc il veut dire que la dictature du prolétariat, c'est pas nécessaire, strictement parlant, pour vaincre la bourgeoisie dans un premier temps, mais c'est nécessaire pour maintenir cette victoire. Donc, et il explique très bien, en fait, il cite Lénine, hein, il n'explique pas lui-même, mais il cite Lénine qui explique pourquoi c'est nécessaire de continuer la lutte contre la bourgeoisie. Donc, Lénine explique que après la Révolution, que malgré sa supériorité numérique, donc la classe ouvrière est évidemment en nombre beaucoup plus important que la bourgeoisie. Donc malgré sa supériorité numérique, la classe ouvrière reste pendant très longtemps plus faible que la bourgeoisie. Donc même après la prise du pouvoir. Alors pourquoi? Donc il donne des exemples. Parce que, dit-il, la bourgeoisie continue à avoir des tas de liens internationaux, donc à maintenir des contacts avec les bourgeoisies des autres pays. Que les bourgeois continuent à avoir de l'argent, que ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils deviennent des ouvriers, ils continuent à simplement avoir de l'argent, avoir accès à de l'argent. Qu'ils ont des relations, qu'ils ont une expérience de gestion et de ce que Lénine appelle des secrets de l'administration, qu'ils ont accès à l'instruction d'une façon beaucoup plus étendue que les ouvriers, qui sont beaucoup plus experts dans l'art militaire, donc des tas d'autres choses comme ça. Ça, c'est assez clair, je pense. Hein. Et un autre aspect, c'est que dans un pays, en tout cas dans un pays arriéré comme l'Union soviétique était, où la grande majorité de la population était des paysans, et où on n'avait pas, en 1917, collectivisé les terres, où l'unité de base de l'agriculture, c'était la petite ferme individuelle. Dans ce contexte-là, il reste la petite production qui engendre la mentalité et des habitudes capitalistes, qui forment une sorte de base pour que le capitalisme puisse se développer. Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Alors, Lénine dit dans ce cadre-là, voilà, je vais citer ça, il dit « La dictature du prolétariat, donc dans ce contexte-là, c'est la guerre la plus héroïque et la plus implacable de la classe nouvelle contre un ennemi plus puissant, contre la bourgeoisie dont la résistance est décuplée par son renversement. La dictature du prolétariat est une lutte opiniâtre, sanglante et non sanglante, violente et pacifique, militaire et économique, pédagogique et administrative, contre les forces et les traditions de la vieille société. » Voilà. Donc ça, c'est l'idée de base. Alors, un deuxième élément de la dictature du prolétariat, je parle de la théorie maintenant, ce que Staline dit dans sa brochure, c'est que la dictature du prolétariat, c'est la domination
du prolétariat sur la bourgeoisie. Et on se rappelle ce que Lénine a dit sur l'État. Donc l'État bourgeois, c'est un État au service de la bourgeoisie. Un État prolétarien, c'est un État au service du prolétariat. Donc dans ce sens-là, et Staline explique ça, la dictature du prolétariat, ce n'est pas un simple changement de cabinet. Donc à la même époque, donc au début dans les années 20, il y a eu dans plusieurs pays en Europe occidentale des gouvernements socialistes, donc avec des partis socialistes au pouvoir ou partiellement au pouvoir dans des coalitions, etc. Et Staline dit, mais on voit bien quand on voit ça, que ça ne change rien de fondamental pour la classe ouvrière. On voit que ça c'était aussi quelque chose qui est très important, et ça peut-être qu'on pourra en parler plus tard, que la dictature du prolétariat, ce n'est pas ce qu'on appelle la démocratie intégrale. Donc les bourgeois à l'époque et encore maintenant ont attaqué la notion et la réalité de dictature du prolétariat en disant que ce n'était pas démocratique. Alors, Staline dit, si c'est démocratique, mais c'est démocratique pour les prolétaires et les non-possédants en général. Donc la dictature du prolétariat, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire la démocratie pour les prolétaires et les non-possédants en général. Comme, dit-il, dans un pays comme notre pays, par exemple, ce qu'on appelle la démocratie est en fait une démocratie pour la bourgeoisie et pas pour la classe ouvrière et les non-possédants. Et je pense, si vous vous rappelez ce que vous avez appris à l'école sur la Grèce ancienne, vous vous rappelez que Athènes était, et encore souvent maintenant, présentée comme le modèle de démocratie, et on sait que c'était un État où la démocratie fonctionnait uniquement pour ceux qui étaient appelés les citoyens, c'est-à-dire les propriétaires d'esclaves. Et les esclaves et les étrangers, qui formaient la grande majorité de la population, n'avaient aucunement accès à cette démocratie. Donc c'est simplement pour illustrer un petit aspect de la conception léniniste de ce que c'est l'État. Donc quand on parle de dictature du prolétariat, on veut dire que c'est une dictature pour les exploiteurs. Donc, Staline dit... Staline dit, l'idée de la démocratie pure n'est qu'un camouflage bourgeois de ce fait indubitable qu'est l'égalité des exploités et des exploiteurs. Donc il dit, ceux qui veulent mettre les exploiteurs et les exploités sur le même pied, ils parlent de démocratie pure. Mais il dit, ça c'est une fiction, ça n'existe pas. Alors le troisième aspect, ça je ne vais pas beaucoup en parler, c'était de dire que le pouvoir des soviets en URSS, c'était la forme d'État de la dictature du prolétariat. Donc les soviets, c'était les assemblées des ouvriers, des paysans et des soldats. Et l'idée, c'est qu'on pouvait plus facilement développer la démocratie dans des groupes de gens qui étaient organisés selon leur travail. Donc, et pas organisé d'une façon territoriale. Mais ça, je ne vais pas... Bon, on n'aura pas le temps de... On peut en parler après, peut-être. Je voudrais maintenant parler de... et ça, je pense que vous le verrez plus clair, ce que ça signifiait concrètement la question de la dictature du prolétariat. La dictature du prolétariat, si on prend l'exemple de l'industrialisation, donc en URSS. Donc, il faut vous rappeler que les pays occidentaux sont passés du stade de pays agricoles à des pays hautement industrialisés sur une période de
d'une bonne centaine d'années, avec toute la misère qu'on sait. Donc, vous connaissez tout ça, hein? Donc les villes, les logements, les enfants dans les mines, enfin tout ça, je ne vais pas rappeler ça. Et pas seulement la misère, mais aussi l'anarchie, donc le gaspillage, etc., dans la façon dont tout s'est développé d'une façon tout à fait anarchique. Et l'URSS a fait la même transformation, donc s'est transformé d'un pays essentiellement agricole à un pays hautement industrialisé en plus ou moins 30 ans, y compris la période de la guerre. Et c'est d'autant plus remarquable que l'URSS ne pouvait compter sur aucune aide de l'étranger et que la plupart des cadres avaient été formés sous l'ancien système. Et ces cadres, ou pas tous, mais beaucoup d'entre eux, résistaient au nouveau pouvoir et résistaient constamment, activement ou passivement. Et on va voir ça dans un instant dans ce qu'on a appelé l'affaire Shakti. Ça, je vais vous en parler tout de suite. Bon, c'est clair qu'un aspect, donc ça, on le voit très clairement, très concrètement, qu'est-ce que c'était la dictature du prolétariat. Un aspect de ça, c'était d'obliger ces cadres qui avaient été formés sous l'Ancien Régime à collaborer à la construction d'une économie socialiste. Alors là, je vais peut-être faire une petite parenthèse sur l'histoire économique de... Enfin, ça va être très court, hein. C'est juste pour mettre les idées en place. Donc, au moment de la Révolution, hein, en 1917-18, en fait, il y a eu en URSS la nationalisation des grandes entreprises et des banques. Mais c'est tout. On n'a pas à ce moment-là collectivisé l'agriculture qui était le secteur le plus important en URSS. Puis, il y a eu les années de guerre civile en URSS. À ce moment-là, c'était des années pas seulement de guerre civile, mais de famine. Et il était très, très important qu'il y ait de la nourriture qui arrive à l'armée, qui arrive dans les villes, etc. Et il y a eu un système assez strict de réquisition de produits agricoles à la campagne, qu'on appelait, donc ce système, on l'appelait le communisme de guerre. Et c'est quelque chose qui a rencontré beaucoup d'opposition à la campagne, parmi les paysans de toutes sortes, hein, donc aussi bien les paysans riches que les paysans pauvres. Et suite à cette période-là, donc après la fin de la guerre civile, Lénine a introduit ce qu'on appelle la nouvelle économie politique, la NEP. Et cette nouvelle économie politique, en fait, c'était de prendre des mesures qui favorisaient ce qu'on pourrait appeler, en gros, bon, je schématise assez fort ici, hein, mais ce qu'on pourrait appeler les petites et les moyennes entreprises, et surtout les entreprises agricoles, donc les fermes. Donc, cette nouvelle économie politique a favorisé, dans une certaine mesure, l'émergence d'une classe ou d'une couche de petits entrepreneurs, a favorisé aussi le développement de la classe de ce qu'on va appeler, enfin dans l'histoire, la classe qui est appelée les koulaks, donc les paysans riches. Et vers la fin, donc pourquoi on a introduit ça? Essentiellement, c'était parce que c'était très important de faire tourner l'économie. Et dans l'état de ruine où se trouvait l'URSS à ce moment-là, c'était essentiel de travailler avec ce qu'on avait. Et c'était le seul moyen de faire tourner l'économie. Mais vers la fin des années 20, donc à peu près en 1926, je pense, le niveau de production
en URSS a atteint de nouveau le niveau d'avant la guerre. À partir de ce moment-là, les privilèges des hommes de la NEP et des koulaks, par exemple, donc les hommes qui s'étaient dans une certaine mesure enrichis grâce à la NEP, étaient vus de plus en plus comme une provocation, surtout par des militants de base, par les ouvriers, etc. Je reviendrai là-dessus. Alors, pour revenir à l'affaire Shakti. Donc, ça s'est passé... Oui, parce que j'ai oublié la date exacte, c'est au milieu des années, en 1927, je crois. Attendez. En tout cas, Shakti, c'était une ville où il y avait des mines et où il y avait un certain nombre d'ingénieurs qui ont été accusés de sabotage. Oui, c'était en 1928, pardon. Donc il y a eu 50 ingénieurs soviétiques et 3 Allemands qui étaient accusés de sabotage des mines de charbon dans cette ville. Et concrètement, ils avaient mis en chantier des projets, maintenant je cite, des projets de construction irrationnels. Ils avaient gaspillé du capital, ils avaient fait baisser la qualité de la production et augmenter le coût de la production. Donc, ils n'ont pas été, enfin, en tout cas, peut-être qu'ils l'ont fait, mais ce n'est pas de ça qu'ils étaient accusés. Ils n'ont pas été mettre des bombes dans les mines et des choses comme ça. Ce n'est pas du sabotage de ce type-là. Il y a eu ça plus tard, hein, mais... donc, c'était vraiment ce qu'on pourrait appeler traîner la patte d'une façon délibérée pour que l'économie socialiste ne puisse pas démarrer. Et ce procès, donc, ces ingénieurs sont passés devant le tribunal et le procès a eu beaucoup de publicité et a servi à montrer ce que la dictature du prolétariat voulait dire, c'est-à-dire que c'était effectivement le prolétariat qui décidait, que c'était la classe ouvrière qui décidait comment l'économie devait être orientée et pas les anciens possédants. Et que s'il y avait des intellectuels qui sabotaient ou qui traînaient la patte, qui ne se mettaient pas au service de la construction du socialisme, ils pouvaient s'attendre à des sanctions. Et par exemple, dans ce cas, ce sont les ouvriers des mines en question qui ont initié l'affaire. Donc c'est eux qui sont allés trouver la police locale et qui ont dit « Écoutez, ça ne va pas, ce qui se passe ici, ces gens-là, ils ne travaillent pas comme il faudrait. » Alors pendant toutes les années 30, le régime a eu à combattre des sabotages industriels ou des tentatives de sabotage. Et il y a des exemples... Donc, dans le dernier numéro d'Études marxistes. Donc, il y a un article tout à fait au début, fait par... donc, c'est tiré... Je ne sais pas si ce livre est là. Oui, le livre de Little Page. Donc, c'est un ingénieur américain qui a travaillé dans des mines de cuivre en URSS et qui était quelqu'un qui dit lui-même que la politique, ça l'intéressait absolument pas. Donc c'est vraiment qui disait, moi, la politique, je m'en fiche, etc. Mais il raconte sa propre expérience, hein, et il raconte comment lui a vu des cas réels de sabotage, même de la part de cadres du parti. Donc ça, quand on parlera du parti, on peut revenir là-dessus aussi. Donc, Staline, et quand je dis Staline, parce que donc Lucky a parlé au début de Staline et de l'époque, moi je préfère mettre l'accent plus sur l'époque et sur l'ensemble du régime et de la direction du parti à ce moment-là. Donc Staline a dû combattre
non seulement le sabotage ouvert d'ennemis de classe plus ou moins déclarés, donc comme par exemple ces ingénieurs, mais aussi des tendances plus insidieuses à l'intérieur du parti. Donc, j'ai dit, en 1926, l'URSS a atteint le niveau de production d'avant-guerre. Et beaucoup de membres du parti trouvaient que ça suffisait, que l'URSS était un pays agricole et pouvait le rester longtemps, et que l'objectif de faire de l'URSS un pays industriel était irréaliste, etc. Et Staline a compris que seule l'industrialisation pouvait résoudre toute une série de problèmes. Donc, pouvait par exemple augmenter la production agricole. Pourquoi? En introduisant la mécanisation. Donc ça, c'était seulement par l'industrialisation qu'on pouvait faire ça. Et on voit, donc ça j'en parlerai quand je parlerai de l'agriculture, mais on voit que un des problèmes de l'agriculture, c'est que si les méthodes ne changeaient pas, on pouvait augmenter la production, mais l'augmentation de la production ne suivait pas l'augmentation de la population. Donc les gens restaient toujours aussi misérables. Et la seule solution à long terme, c'était de mécaniser. Donc l'industrialisation était aussi essentielle pour augmenter le niveau de vie général. C'était aussi important pour faire de l'URSS un bastion socialiste indépendant. Et en dernier lieu, et ça c'est très important si on parle de remettre tout dans son époque, c'était de permettre à l'URSS de résister militairement à une invasion. Donc il ne faut pas oublier que les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne en 1933 et qu'à partir de là, à partir de ce moment-là, le danger de guerre était présent. Donc ça, je vais aussi en parler tout à l'heure. Donc, Staline a compris aussi, et ça c'est l'autre aspect, que sous la dictature du prolétariat, il était possible, comme ce n'était pas possible sous le capitalisme, de mobiliser des milliers de travailleurs et des millions de travailleurs pour cet objectif. Et c'est effectivement grâce à leur travail, leur courage, leur sacrifice que cet objectif a été atteint. Mais ils savaient, c'était des gens qui savaient qu'ils travaillaient pour eux-mêmes, donc ils ne travaillaient pas pour enrichir un patron, qui travaillaient pour construire quelque chose qui leur appartenait. Alors, on va, bon, je ne vais pas aller dans les détails des options qui ont été prises dans le cadre de l'industrialisation. Essentiellement, vous savez peut-être que la priorité a été mise sur l'industrie lourde, aux machines-outils, à la sidérurgie, au développement de l'Est de l'URSS. Et une des raisons, pas la seule raison, mais une des raisons, c'était à cause du danger de guerre. Bon, pour avoir un... Bon, ça c'est en ce qui concerne l'industrialisation. Alors le deuxième point, concret, application concrète de la dictature du prolétariat, concerne la collectivisation de l'agriculture. Et je vais dire en même temps la campagne contre les koulaks, parce que les deux sont tellement mêlés que c'est difficile de les séparer. Alors, donc je vous ai parlé de la NEP et du fait que, suite au fait que les paysans donc, ont eu les terres en 1917, etc., il y a eu une couche de paysans qui se sont enrichis d'une certaine manière à la campagne, ce qu'on appelait les koulaks. Alors en 1927, il y a eu un manque de céréales. Donc c'était assez sérieux parce que si on voulait industrialiser le pays, une des choses essentielles évidemment c'était d'assurer une alimentation convenable aux ouvriers dans les villes. Donc il fallait fournir les villes en nourriture. Et il manquait des céréales, pas
à cause d'une mauvaise récolte, mais à cause d'un refus de la part des paysans riches qui détenaient la partie la plus importante des surplus agricoles, un refus de vendre ces surplus à l'État. Donc c'est une forme de spéculation. Et ce manque, évidemment, était ressenti surtout dans les villes, surtout dans la classe ouvrière, mais aussi dans une certaine mesure parmi les paysans pauvres qui n'arrivaient pas eux-mêmes à produire assez pour se nourrir eux-mêmes et qui devaient acheter aux paysans riches. Je parle de paysans, hein, mais on devrait peut-être plutôt dire des fermiers, hein, donc les koulaks, parce qu'il y avait, je pense comme partout, hein, mais certainement en Russie, de grandes différences de situation entre les paysans les plus aisés et les plus pauvres. Alors, il se fait que le parti communiste n'était pas du tout fortement implanté à la campagne en général. Donc, il y a aussi ça, un article aussi dans Études marxistes sur Smolensk, je ne vais pas expliquer tout ça, mais qui donne des chiffres là-dessus et qui explique un petit peu comment ça se fait. Donc, c'est normal, le parti communiste est devenu important dans les villes et c'était pas du tout évident qu'il y ait qui soient fortement implantés à la campagne. Par exemple, dans cet article, dans cet extrait de livre, on explique que dans le district de Belji, donc c'est un district dans cette province, où il y avait plus ou moins 90 000 habitants, il n'y avait que 305 membres du parti, dont 82 dans la ville de Belji même, et seulement 103 qui étaient d'origine paysanne. Et que, en fait, la plupart des villages n'avaient aucune représentation du parti du tout. Et même là où il y avait des représentants du parti, c'était un ou deux, ou bien c'était des membres des jeunesses communistes ou des membres stagiaires, etc. Donc c'était vraiment très très peu. Et on ne pouvait certainement, donc étant donné cette situation-là, on ne pouvait certainement pas compter sur les membres du parti ou les organisations du parti à la campagne pour stimuler l'application de la loi, parce qu'il y avait une loi qui interdisait d'amasser du grain. Et c'était important de faire, si on voulait nourrir les villes, c'était important de faire appliquer cette loi, donc d'obliger les koulaks à vendre leurs grains. Et la direction du parti a commencé, donc la direction, j'allais dire nationale, mais ce n'est pas vraiment nationale, fédérale, je suppose, de la direction de l'Union soviétique, du parti a commencé une campagne en 1928 pour mobiliser les cadres pour faire appliquer cette loi. À ce moment-là, il n'était pas du tout question de liquider la NEP, hein, qui mettait l'accent sur les fermes individuelles. Donc on ne parlait pas encore à ce moment-là d'une grande campagne de collectivisation. Mais à l'intérieur du parti même, et même au niveau de la direction, même cet aspect-là était déjà trop fort pour certains. Donc, même l'idée de faire appliquer cette loi qui obligerait les koulaks à ne pas stocker leurs grains, c'était considéré par Boukharine, par exemple, qui était un membre du bureau politique, comme déjà quelque chose qui allait trop loin. Donc, grosso modo, ce que Boukharine disait, c'est on ne peut pas faire ça parce que ce serait le retour au communisme de guerre, on va s'aliéner toute la paysannerie, qu'au contraire, il faut laisser évoluer spontanément la situation à la campagne, que les koulaks allaient devenir graduellement des socialistes, etc. Et Staline disait qu'au contraire, plus les koulaks voyaient que leurs privilèges leur échappaient, plus ils résisteraient à ces changements. Donc il y avait là une
même à l'intérieur du parti, au plus haut niveau, il y avait déjà des désaccords sur comment il fallait traiter cette question de la campagne. Mais, bon, à ce moment-là, on ne parlait pas encore de collectivisation. On en parlait, mais comme un but plus ou moins lointain. Donc tout le monde parlait, disait, oui, tôt ou tard, on va collectiviser l'agriculture. Mais il n'y avait pas vraiment de plan très détaillé, sauf dans quelques districts. Mais en 1929, donc un an plus tard, en fait, la collectivisation a commencé à se mettre en mouvement. Mais pas d'abord suite à des directives du parti, enfin, suite à des directives venant de la direction du parti. Donc, il y a eu 30 000 familles, donc c'est-à-dire plus de 200 000 personnes, qui ont été expulsées de leurs fermes, donc 30 000 familles de Coulac, sans que la direction du parti se prononce sur la collectivisation. Donc, en fait, on voit que ce qui se passait, c'était une véritable lutte de classe de la part des paysans pauvres et des ouvriers qui rencontraient souvent une résistance féroce de la part des Coulacs. Et on va voir ça de plus en plus, que c'est un mouvement qui se met en marche. Et ça, si vous voulez, après, je peux, parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples de choses pareilles qui se sont passées dans d'autres pays. Donc, et on voit que on voit qu'à un certain moment, que la colère des paysans pauvres qui ont été exploités et opprimés pendant des siècles explose et commence à s'attaquer aux privilégiés. Donc on a vu ça, comme j'ai dit, on a vu ça dans d'autres pays aussi. Pour dire, donc il y a eu beaucoup d'exemples, et ça dans cet article, dans ce morceau sur Smolensk, on peut voir aussi beaucoup d'exemples de résistance de la part des Koulaks. Donc de résistance violente, hein, donc de meurtres, etc., d'assassinats. Mais je pense qu'une des choses, enfin en tout cas pour moi c'était un des aspects les plus frappants, c'est le fait que les Koulaks, plutôt que de laisser leur bétail tomber dans les mains des paysans pauvres, ils préféraient l'abattre. Et que l'Union soviétique a mis, je pense, 20 ans pour pouvoir reconstituer le cheptel qu'il y avait au moment de la collectivisation. Donc c'est pour dire la férocité qu'il y avait dans cette lutte qui se passait à la campagne. Alors c'est seulement en fait à la fin de 1929 que Staline annonce la fin imminente de la NEP, mais pas encore la collectivisation. Et c'est quelques semaines plus tard, au début de 1930, que finalement que la direction du parti se prononce sur cette question, donc sur cette guerre qui est en train de se livrer à la campagne. Et c'est à ce moment-là qu'il annonce la politique de ce qu'il appelle la liquidation des Koulaks comme classe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire surtout la confiscation de leurs biens. Et on a fait, donc il faudrait peut-être dire à peu près quel était le pourcentage de Koulaks dans la population. Hein. Donc j'ai pris ça aussi, mais je pense que c'est assez typique, j'ai pris ça aussi du livre sur Smolensk. Je pense que c'est assez typique du reste du pays, qui avait environ 5% de Koulaks dans la population à la campagne. Et 70% de gens qu'on pouvait appeler des paysans moyens et 25% de paysans pauvres. Donc plus ou moins. Donc c'est pour vous donner une idée de quelle proportion de gens étaient concernés par cette affaire. Donc je dis, on parlait de la liquidation des Koulaks comme classe.
et la confiscation de leurs biens. Mais ce n'était pas seulement la confiscation de leurs biens. Donc la situation était telle, donc toutes les campagnes étaient vraiment en ébullition. Et on a divisé les koulaks en 3 catégories. Donc il y avait ceux qui étaient vraiment des contre-révolutionnaires actifs, les dirigeants, ceux qui organisaient le sabotage, etc. Et ceux-là étaient envoyés dans des camps. Alors il y a d'autres éléments de ce qu'on appelait le noyau, surtout les koulaks les plus riches, qui étaient déportés dans d'autres régions, donc loin de leur région d'origine. Et les autres, qui étaient la majorité, étaient transférés sur d'autres terres, mais de leur propre région. Alors on a fait... Donc ça, c'est un peu sur les koulaks. Je vais revenir là-dessus tout de suite. Mais je veux simplement dire un mot sur la collectivisation. Donc le parti... Je ne veux pas dire que le parti était pris au dépourvu. Donc j'ai expliqué que le parti avait eu comme but la collectivisation. Mais l'ampleur du mouvement a certes à un moment donné les intentions de la direction du parti. Mais finalement, on a mis de l'ordre là-dedans et on a dit, voilà, on a divisé les terres en 3 catégories. Donc, suivant le niveau de développement, essentiellement suivant le niveau de développement des terres. Donc, on a dit que la collectivisation devait être terminée pour l'essentiel dans les terres les plus avancées pour fin 31, dans celles qui étaient un peu moins avancées pour fin 32 et celles qui étaient moins avancées pour fin 33. Et en fait, ça n'allait pas parce qu'il y a eu des tas de gens surexcités qui voulaient toujours aller plus loin et qui sont arrivés, qui voulaient déclarer que leurs terres, c'était des terres collectivisées, etc. Et souvent, et ça Staline l'a dit plus tard, souvent on a mis sur pied des fermes collectives ou ce qu'on appelait des kolkhozes, qui n'étaient pas vraiment des fermes collectives, de façon tout à fait inconsidérée, là où les gens n'étaient pas encore prêts. Donc il y a eu beaucoup d'excès. Le mouvement est devenu très incontrôlable. Et déjà 2 mois après, donc je pense que c'était en mars 1930, Staline, qui restait en contact avec la base, donc il a toujours essayé de rester en contact avec la base, a publié un article qui critiquait les excès. Donc les excès étaient de différents types. Donc essentiellement, c'était de prendre des paysans moyens pour des koulaks, donc de s'attaquer aux paysans moyens au lieu de seulement s'attaquer aux koulaks. Et autre chose, c'était d'obliger des paysans à entrer dans les kolkhozes, donc de collectiviser sans qu'ils soient d'accord. Et Staline a dit que ces 2 choses, il ne fallait pas que ça se reproduise. Alors il a fait cet article, où il a critiqué les excès, et du coup, il s'est fait attaquer par des milliers de cadres locaux. Donc tous ces cadres locaux qui avaient commencé tout ce travail se disaient, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que Staline nous laisse tomber, etc., etc. Puis après ça, tous ces gens ont écrit des lettres, etc. Et Staline, dans un autre article, il a répondu à toute une série de questions, expliquant notamment qu'il ne fallait pas confondre, si on confondait les koulaks et les paysans moyens, on jetait les paysans moyens dans les bras des koulaks. Et qu'il ne fallait pas obliger les paysans à rejoindre les kolkhozes, etc. Alors, je ne vais pas dire beaucoup plus là-dessus, parce qu'autrement, je n'aurai plus le temps pour le reste, mais on ne peut pas nier que la collectivisation de la terre a été très dure, et que les koulaks aient énormément souffert, et qu'il y a eu beaucoup d'excès. Donc ça, personne ne va nier ça.
c'est possible que si la direction avait été plus éclairée ou moins divisée, que certaines de ces souffrances auraient pu être évitées. Mais la direction du parti, en fait, a joué un rôle surtout modérateur dans ce mouvement, hein, tout en le soutenant. Je ne veux pas donner l'idée que le parti ne soutenait pas le mouvement. Au contraire, donc Staline, j'ai expliqué, par exemple, que Boukharine était opposé à la collectivisation. Et Staline disait que la collectivisation, c'était essentiel, mais qu'il y avait eu des excès. Bon, ce qui est certain, ça je pense que ce sont les conclusions qu'on doit tirer de cette affaire, c'est que, premièrement, c'est que la collectivisation était indispensable à long terme du point de vue économique. Donc, pour augmenter la production, pour nourrir une population croissante, surtout dans les villes, etc. Donc ça, c'est la première conclusion. Deuxièmement, que ça ne pouvait se faire qu'en mobilisant les paysans pauvres contre les koulaks dans une lutte de classe violente. Donc les paysans pauvres ne pouvaient prendre confiance dans leur propre capacité qu'en expérimentant dans une certaine mesure matériellement leur pouvoir sur les anciens exploiteurs. Donc supposons, mais c'est un peu absurde, hein, mais supposons que tous les koulaks auraient dit « Ah oui, ah bon, d'accord, on est d'accord ». Et qu'ils auraient été d'accord qu'on collectivise sans qu'il y ait de lutte. Mais on peut très facilement imaginer ce qui se serait passé, que dans les fermes, dans les kolkhozes, que très très vite, ceux qui dirigeaient ces kolkhozes, ça aurait été les anciens koulaks, et qui les auraient dirigés évidemment à leur propre profit. Donc, dans une certaine mesure, c'était extrêmement important que les paysans pauvres puissent se rendre compte matériellement qu'ils avaient les capacités, qu'ils avaient le pouvoir réellement de prendre cette affaire-là en main. Alors, troisième conclusion, c'est que la théorie de Boukharine, selon laquelle les koulaks s'intégreraient pas à pas dans le socialisme, était certainement fausse. Au contraire, si l'agriculture avait continué à se développer spontanément, les koulaks s'en seraient sortis renforcés. Donc ça, je pense que ça c'est sûr. Bon, voilà pour cet aspect-là. Alors, je voudrais maintenant parler du parti. Donc, je pense que ce n'est pas exagéré de dire qu'après la révolution de 1917, que beaucoup de bolcheviks avaient des idées assez vagues sur le rôle du parti. Maintenant que la révolution avait été faite. Hein. Donc, le pouvoir, hein, comme ils voyaient les choses, était dans les mains des soviets, hein, donc dans ces assemblées d'ouvriers, de soldats, de paysans, etc. Et même Lénine se consacrait principalement aux affaires d'État. Bon, vous allez dire qu'entre 1918 et 1924, il y avait de quoi se consacrer aux affaires d'État. Mais Staline, on peut dire que c'est Staline vraiment qui a maintenu l'héritage de Lénine en ce qui concerne le parti, aussi bien en théorie qu'en pratique. Donc, malgré des erreurs graves, hein, ça j'en parlerai aussi. Donc, il était très important d'insister de nouveau en 1924, qui est le moment où il a écrit les principes du léninisme, sur le rôle du parti tel qu'il avait été défini par Lénine. Donc maintenant que la révolution avait été faite et le danger, en tout cas immédiat, d'invasion étrangère écarté. Donc je parle de 1924. Donc dans les principes du léninisme, ceci c'est pour l'aspect théorique, hein, Staline montre que ce que Lénine a dit sur le parti n'avait rien perdu de son actualité pour la période après la Révolution. Donc vous pouvez lire ça vous-même, hein, si vous voulez, mais je vais essayer de dire brièvement ce qu'il disait sur le parti. Donc c'est aussi dans les principes du léninisme. Donc il dit d'abord, et ça je pense que
vous avez vu ça la fois dernière aussi. Mais comme je dis, je n'étais pas là, donc je ne sais pas exactement ce qu'il y a eu. Donc, premièrement, dit-il, le parti est le détachement d'avant-garde de la classe ouvrière. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le parti se met en tête des combats de la classe ouvrière, tout en étant profondément lié à la classe ouvrière. Et on a vu que dans l'affaire de l'industrialisation, dans la collectivisation de l'agriculture, que le parti, à différents niveaux, s'est mis en tête de ces combats. Deuxièmement, le parti est le détachement organisé de la classe ouvrière. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que n'est pas membre du parti celui qui dit qu'il est membre du parti. Donc ça veut dire qu'on y adhère formellement, qu'il y a des règles de fonctionnement, qu'il y a le centralisme démocratique, qu'il y a des conditions strictes d'adhésion, etc. Et on voit, par exemple, on peut voir, ça je donne cet exemple, que quand on a établi la Constitution en Union soviétique, donc ça a été discuté vraiment tout à fait à tous les niveaux du parti et même de la société soviétique. Troisièmement, le parti est la forme suprême d'organisation de la classe ouvrière. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est le parti qui dirige les autres organisations, qui prime sur les syndicats, les coopératives, les organisations des femmes, les fractions parlementaires dans un pays occidental, par exemple. Et ça, on voit ce qui s'est passé par exemple en Allemagne. Avant la Première Guerre mondiale, c'était la fraction parlementaire qui dirigeait le parti, en fait. Et Staline dit non, dans la conception léniniste, c'est le contraire. S'il y a des membres du parti qui sont au Parlement, qui sont membres du Parlement, ils doivent se soumettre aux décisions du parti. Alors le quatrième point, et ça nous intéresse particulièrement ici, le parti est l'instrument de la dictature du prolétariat. Et Staline explique que ça veut dire en premier lieu que le parti n'est pas une fin en soi et qu'il sert entre les mains du prolétariat d'abord pour prendre le pouvoir et ensuite pour consolider et étendre la dictature du prolétariat. Alors ça, je vais vous lire une petite citation aussi du texte. J'ai une autre édition, donc je ne sais pas vous dire la page, mais voilà. Donc il dit, donc dans le cadre du parti, que signifie maintenir et étendre la dictature? Donc on parle du rôle du parti ici. C'est inculquer aux millions de prolétaires l'esprit de discipline et d'organisation. C'est créer dans les masses prolétariennes la cohésion et un rempart contre l'influence corrosive de l'élément petit bourgeois et des habitudes petites bourgeoises. C'est renforcer le travail d'organisation des prolétaires en vue de rééduquer et de transformer les couches petites bourgeoises. Et on sait combien important c'était à la campagne, où il fallait apprendre aux paysans de voir les choses de façon collective et ne pas les voir toujours de façon très individualiste. C'est aider les masses prolétariennes à faire leur éducation pour devenir une force capable de supprimer les classes et de préparer les conditions nécessaires à l'organisation de la production socialiste. Voilà. Alors le cinquième point, c'est le parti suppose une unité de volonté qui est incompatible avec l'existence des fractions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas de critique et il n'y a pas de discussion démocratique dans le parti, au contraire. Mais ça veut dire qu'il y a une discipline une fois qu'on a pris une décision. Donc, après les discussions, une fois qu'on a pris une décision, il y a une discipline. S'il n'y a pas cette discipline, alors le parti et la classe ouvrière tout entière est affaiblie devant la bourgeoisie. Et le sixième point, et ça, je vais en parler plus longuement dans un moment, le parti se renforce en s'épurant d'éléments opportunistes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
quand on parle d'éléments opportunistes, ça veut dire des membres qui s'embourgeoisent, qui se corrompent, qui ne défendent plus le communisme, ou qui simplement ne militent plus, ou n'ont... Ce qu'on veut dire là, c'est que des gens comme ça, ils n'ont plus leur place dans le parti. Et qu'on leur demande de quitter, ou s'ils ne veulent pas, on les exclut du parti. Donc c'est ça que ça veut dire. Bon, on a déjà vu le rôle que le parti a joué dans le combat pour l'industrialisation, dans la lutte contre les kulaks, pour la collectivisation de l'agriculture, etc. Dans la collectivisation, par exemple, seul le parti pouvait diriger la lutte de telle sorte qu'on atteigne le but tout en faisant l'alliance avec les paysans moyens. Parce que cette lutte laissée à elle-même, ça aurait dégénéré dans une sorte de jacquerie, donc une révolte paysanne comme il y en avait eu pendant des siècles dans tous les pays de l'Europe et de l'Asie aussi. Donc dans l'histoire, on n'en parle pas beaucoup dans les livres d'histoire, mais de temps en temps, on parle de ce genre de révolte paysanne, extrêmement violente, extrêmement radicale, et qui ont toutes été écrasées dans le sang. Hein. Donc, cette révolte, ce mouvement à la campagne, sans le parti, aurait certainement dégénéré en quelque chose comme ça. Mais je voudrais revenir sur le sixième point, donc le point qui dit que le parti se renforce en s'épurant de ses éléments opportunistes, parce que ça va me permettre de parler des purges des années 30, qui sont souvent vues comme le point le plus noir de l'histoire soviétique. Donc, pour expliquer un peu plus clairement peut-être, hein, et plus concrètement, bon, comme tout parti communiste, le parti bolchevique, donc même après, enfin, peut-être surtout après son arrivée au pouvoir, faisait régulièrement des campagnes de recrutement. Donc, si le parti était le détachement d'avant-garde de la classe ouvrière, il fallait que les meilleurs ouvriers rentrent dans le parti. D'ailleurs, devenir membre du parti était un honneur. Et l'adhésion devait en principe être approuvée, donc l'adhésion d'un ouvrier devait en principe être approuvée par ses camarades de travail, donc qui n'étaient pas nécessairement des membres du parti. Or, il est évident que certains membres, après un certain temps, s'avéraient ne pas être à la hauteur. Hein. Donc, on recrutait des gens dans le parti et après, on pouvait voir que ces gens-là, en fait, n'étaient pas ce qu'on attendait d'eux. Et des campagnes de recrutement étaient donc régulièrement suivies de purges, c'est-à-dire d'exclusion en nombre relativement important ou peu important. C'est tout. Donc, d'autre part, certains dirigeants qui avaient été de bons révolutionnaires ont par la suite baissé les bras ou sont carrément devenus corrompus en arrivant au pouvoir, par exemple. Il est clair aussi que la situation d'un communiste était différente avant et après la Révolution. Donc, avant la Révolution, si on était un carriériste, on cherchait à entrer dans l'administration tsariste. Après la Révolution, il fallait passer par le Parti communiste pour arriver à faire carrière, entre guillemets. Naturellement, le parti n'aimait pas ça du tout et on essayait de faire en sorte que des carriéristes ne deviennent pas membres du parti. Mais ce n'était pas toujours possible de voir ça au premier coup d'œil et même en faisant une enquête. Puis en plus, on peut dire qu'il y avait une tendance vers la conciliation envers l'ennemi de classe, même à l'intérieur du parti. Donc il y avait l'idée que la lutte de classe était terminée et surtout qu'elle n'existait pas au sein du parti.
Donc on a vu, par exemple, on a vu tout de suite maintenant l'exemple de Boukharine qui trouvait que les koulaks disparaîtraient spontanément comme classe. Donc quand on parle de purge, donc je vais parler des purges des années 30 dans un moment, mais quand on parle de purge, on veut dire d'abord les mesures nécessaires pour maintenir la pureté du parti. Donc pour garantir que ses membres restent fidèles au marxisme-léninisme, qui gardent leur lien avec la classe ouvrière, qui ne se laissent pas corrompre ou influencer par la bourgeoisie. Et dans ce sens, bon, je vais peut-être faire une provocation, mais je trouve qu'on peut se demander parfois s'il n'y a pas eu assez de purges. Donc on peut se demander s'il y a des gens qui sont par la suite venus au pouvoir en URSS qui peut-être auraient dû faire l'objet d'une purge. Mais enfin, ça c'est une autre question, c'est une parenthèse. Ce qui est certain, c'est que Staline a lutté toute sa vie pour préserver ce caractère, je dirais ce caractère de classe du parti, et pour combattre les tendances à la conciliation. Donc on l'a vu avec Boukharine. Autre chose, c'est ce qui s'est passé entre 1936 et 1938. Donc d'abord, c'est une période relativement courte dans la période qu'on voit, mais enfin, c'est pas une raison. Donc pendant cette période, il y a eu un nombre important de cadres et de membres du parti qui ont été non seulement exclus du parti, parce que ça, après tout, ça, c'est quelque chose de quand même tout à fait normal, mais poursuivis en justice et condamnés à mort ou condamnés au camp. Alors, il faut dire que c'était l'époque où, à l'extérieur du pays, rien apparemment ne pouvait arrêter la montée du nazisme, et où l'URSS elle-même était secouée par une vague d'actes de sabotage. On avait vu aussi l'exemple de l'Espagne. Donc en Espagne, il y avait eu la guerre civile et on s'était familiarisé avec l'idée de ce que c'était la cinquième colonne. Donc la cinquième colonne, c'était les traîtres qui se trouvaient à l'intérieur des villes tenues par les républicains. Donc à Madrid, on a dit qui a gagné la bataille de Madrid, c'est la cinquième colonne. Donc la cinquième colonne, c'était la colonne qui consistait dans tous les gens qui n'avaient rien dit, qui s'étaient tus pendant tout le temps que les républicains étaient au pouvoir, mais qui en fait œuvraient pour l'arrivée du fascisme. Donc, c'était quelque chose, les gens étaient très très conscients de cette idée. Il ne faut pas oublier que la révolution, c'était récent, donc ça s'est passé 20 ans avant. Donc, et c'est sûr que parmi les condamnés, qu'il y en avait qui étaient des traîtres, qu'il y en avait qui étaient des espions et des vrais criminels. Mais il est vrai aussi qu'il y avait des gens qui avaient ce qu'on pourrait appeler des positions opportunistes, comme Boukharine. Et qu'il y avait d'autres encore qui étaient d'authentiques révolutionnaires et qui ont été accusés et condamnés dans une vague de panique et sur base d'évidences insuffisantes. Donc, je vais vous lire un peu un petit truc qui vient en fait de ceci. Donc, ça, c'est le dernier numéro de Contradiction où il y a quelques articles assez intéressants. Donc, il y a 2 numéros qui sont parus, ça s'appelle L'actualité du marxisme. Et il y a un article de Ludo Martens là-dedans. Et voilà ce qu'il dit. Donc il dit « Au cours de l'épuration, des erreurs organisationnelles graves furent commises. Les règles du centralisme démocratique n'étaient pas respectées. L'arbitraire remplaçait souvent l'examen rigoureux. Les services policiers étaient soustraits au contrôle du parti. Ceci conduisit à des erreurs politiques d'envergure, la répression prenant une extension aberrante et la peine de mort étant appliquée à de nombreux cas où elle ne se justifiait nullement.
Si elle s'imposait dans le cas d'un traître comme Trotsky, elle n'était pas de mise dans le cas d'un opportuniste comme Boukharine, et elle fut un crime dans le cas d'un révolutionnaire comme Piatnitsky. Donc ça, c'est un peu comment nous, on voit cette affaire-là. Et dans le même contexte, je voudrais terminer en disant quelques mots sur le rôle de l'URSS dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous allez voir pourquoi c'est dans le même contexte. Donc, j'ai déjà dit que ce qu'on appelle les grandes purges ont eu lieu dans un contexte historique particulier. Donc, de 1933 à 1938, l'Allemagne hitlérienne allait de victoire en victoire en Europe. Donc, il y a eu l'Autriche, il y a eu l'Espagne, il y a eu la Tchécoslovaquie. Or, Hitler n'avait jamais caché que son ennemi principal était le communisme et en premier lieu l'Union soviétique, l'État soviétique. Et un des mérites de Staline était d'avoir parfaitement compris les conséquences de cela pour l'URSS. Donc la menace qui pesait non seulement sur l'URSS, mais sur l'avenir du communisme dans le monde entier. Et cette menace n'était pas seulement extérieure. Donc, ça ne venait pas seulement de l'étranger. On devait s'attendre à ce que les puissances impérialistes, et surtout l'Allemagne nazie, envoient des espions et des saboteurs en URSS, où ils seraient accueillis, évidemment, les bras ouverts par tous les nostalgiques de l'Ancien Régime. Et il y a des parallèles à faire là avec la Révolution française, mais je vais me retenir, je ne vais pas le faire maintenant. Mais il y a plus. Dans le parti même, on devait s'attendre à ce que des éléments hésitants minimisent ce danger. Et même que lors d'une invasion éventuelle, ils collaborent, par faiblesse peut-être, avec l'occupant. Et il pouvait s'agir de camarades qui, dans une période plus normale, entre guillemets, avaient ou auraient rendu de bons et loyaux services. Je peux donner un exemple de la Belgique. Donc il est arrivé que, vous le savez peut-être, que pendant la Deuxième Guerre mondiale, 4 membres du bureau politique du Parti communiste belge ont été pris par la Gestapo et qu'ils ont trahi. Donc sans avoir été torturés, ils ont trahi. Et ils se sont justifiés en disant que tout était de toute façon perdu, etc. etc. Donc cette histoire-là est racontée dans la brochure du PTB sur la morale révolutionnaire, et c'est aussi raconté dans l'autobiographie, enfin les mémoires de Jacques Grippa, qui s'appelle Chronique, j'ai oublié le nom, Chronique vécue d'une époque ou Chronique d'une époque vécue, je ne me souviens plus, mais enfin. Quant au Parti social-démocrate, ils ont été encore beaucoup plus loin. Donc en Belgique, par exemple, Henri de Man, un des grands dirigeants du Parti socialiste, enfin du Parti ouvrier belge, qui était le Parti socialiste de l'époque, a vraiment accueilli les nazis. Donc, dans les pays occidentaux, tout s'est passé en fait comme Staline avait prévu. Donc, ce que Staline a prévu, c'est que les opportunistes finiraient par collaborer avec le nazisme. En URSS, par contre, il y a eu très peu de collaborateurs. Et ceux qu'il y a eu étaient presque tous des paumés ou des marginaux. C'était d'ailleurs un des drames des nazis, c'est qu'ils ne trouvaient pas d'interlocuteurs en URSS. Donc d'interlocuteurs qui avaient de l'influence et sur qui ils pouvaient compter pour maintenir l'ordre. Donc, il faut savoir que dans les pays occidentaux, comme la France et la Belgique, les forces d'occupation étaient en fait très peu nombreuses et que les nazis dépendaient absolument de la collaboration, au moins passive, des administrations locales. En URSS, les choses allaient tout à fait autrement. Donc, les Allemands ont dû y investir énormément de force, ce qui est évidemment une des raisons principales de leur défaite.
Et on peut certainement dire, et c'est avec ça que je vais terminer, que cette unité de volonté de tout un peuple face à l'envahisseur nazi a été acquise à travers la campagne d'épuration du parti des années 1936-38, malgré toutes les erreurs qu'il y a eu. Voilà, j'ai fini. On fait les questions tout de suite, oui. Oui, ne faites pas de pause, donc moi je propose, comme pour le débat, qu'on a d'abord 2-3 interventions, comme ça on va essayer de regrouper les interventions. Voilà. La parole est à vous. Avec cette affaire de guerre patriotique, hein, dont il y a déjà eu une petite intervention là-dessus. Donc, tout d'abord, moi je voudrais encore souligner que pour le débat même, qu'on a une chance aujourd'hui que avec nous, il y a aussi l'auteur du livre sur le pacte germano-soviétique. Il y a ici devant, il y a Lievensouten qui a écrit ce livre l'année passée. Donc, et comme on aborde la question de la Deuxième Guerre mondiale, et que ce pacte germano-soviétique est lié à ça, donc je propose que lui aussi, s'il le trouve nécessaire, qu'il peut intervenir dans ce débat. Et entre parenthèses, ce livre n'est pas en français. S'il y a des amateurs pour le traduire en français, ils peuvent me venir le trouver à la fin de la discussion. D'abord, votre opinion sur cette affaire. Bon, moi je veux pas dire, évidemment, je pense que c'est tout à fait vrai ce que vous dites, que les Allemands considéraient les Russes autrement que les Français et les Belges, ça c'est sûr. Hein. Et d'ailleurs, pour ce que j'en sais, quand les Allemands arrivaient, donc dans leur avance en Union soviétique, ils avaient des listes, donc des listes de gens à éliminer tout de suite dans chaque ville, et ces listes, c'était d'une part les communistes et d'autre part les juifs. Donc, et on voit, je pense, là-dedans, toute l'ambiguïté, parce que c'est vrai que l'Allemagne est nazie, que le nazisme était basé, était construit sur le racisme, mais c'était également, et je pense vraiment de façon égale, construit sur l'anticommunisme. Donc dès le début, les tout premiers qui ont souffert du régime nazi en Allemagne, c'était les communistes. Donc les communistes allemands. Et je pense que c'est évident que c'était aussi un élément important. Et moi je pense que comme l'autre intervenant a dit, que c'est sûr que Staline et les plus éclairés parmi les communistes soviétiques étaient très conscients de ce à quoi ils devaient s'attendre quand les Allemands ont envahi l'Union soviétique. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas essayé de trouver des collaborateurs. Ils ont essayé d'en trouver. Et il y a, ça c'est très bien expliqué dans un livre qui est malheureusement épuisé et que je ne vois pas ici, mais ça, peut-être qu'on arrangera ça une fois, qui a eu 2 titres. Donc c'est un livre qui s'appelle, ça a été publié il y a beaucoup d'années dans la collection J'ai lu, qui s'appelle Partisans de l'Ukraine, et une autre version s'appelait L'Obcom clandestin. Et dans ce livre-là, donc c'est un peu la guerre des partisans en URSS. On explique précisément comment on a essayé de trouver des collaborateurs et comment on a cherché naturellement à trouver des collaborateurs parmi les gens qui avaient un certain statut dans la société. Par exemple, les instituteurs ou des gens comme ça. Et qu'on n'en a pas trouvé. Et que même, par exemple, il y a un cas, ça me revient,
très clairement un cas de quelqu'un qui n'était pas membre du parti et qui avait même eu des difficultés parce qu'on avait dit que finalement c'était quelqu'un qui n'était pas digne d'être membre du parti, etc. Et donc il y avait en tout cas un climat un peu de suspicion autour de cette personne-là. Et les Allemands ont essayé de profiter de ça et ils ont été le trouver et le type a tenu ferme. Mais finalement, donc non seulement il n'a pas collaboré, mais il a aidé la résistance et il a fini par perdre sa vie dans cette affaire-là. Donc moi, je ne connais pas tous les détails et je sais que, donc avec le début de ce que vous dites, dans un certain sens, je suis d'accord. Je sais bien que les nazis ont traité les Russes comme des sous-hommes. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais je pense aussi qu'il faut aussi voir que... on a des tas de témoignages pour montrer que même dans des cas où il aurait été très facile de collaborer, que des gens ne l'ont pas fait, et au contraire qu'ils ont résisté. Par exemple, on le voit, je pense, dans les Russes qui ont été faits prisonniers ou qui ont été transférés comme ouvriers, comment appelle-t-on ça, travail obligatoire en Allemagne, etc. Donc il y a un très beau témoignage de ça dans le livre de Kavanagh qui s'appelle Les Ruskov, où il raconte comment les femmes russes, donc des ouvrières qui n'avaient aucun encadrement dans cette usine, qui étaient tout à fait loin de leur pays et qui effectivement étaient plus maltraitées encore que les Français et les Belges, comment ces femmes ont trouvé qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'était de résister. Et le courage qu'elles avaient, donc des gens tout à fait simples, sans instruction. Et je pense que là, on voit, donc moi je ne peux pas donner une réponse complète à cette question, mais je pense qu'on voit que là, on a pu construire ce que moi j'ai appelé une unité de volonté de tout un peuple, qui manquait certainement dans les pays occidentaux. Voilà. Donc, c'est fondamental que la politique naziste s'était basée sur le racisme. Donc, le racisme, en premier lieu, contre les peuples slaves, et en deuxième lieu, contre les juifs. Donc, on oublie parfois que le génocide était beaucoup plus important contre les peuples slaves, donc, et comme il était déjà très important aussi contre les juifs. Mais les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Croatiens, donc tous les peuples du Balkan, c'était aussi des Slaves. Donc, et la cruauté des nazis en Pologne était si fort qu'en Russie, en Ukraine et en Biélorussie, donc les peuples slaves en Union soviétique. Mais ce qu'on a vu par exemple en Slovaquie, donc on a eu tout un État qui était un État fantoche, collaborateur, sous la direction de Monseigneur Izo, qui maintenant est réhabilité en Tchécoslovaquie. En Croatie, la même chose. Donc les nazis ont réussi à faire un État fantoche de Croatie, donc un État de collaboration comme le régime de Vichy, de Pétain. En Pologne, donc par exemple, la Varsovie était quand même gouvernée pour une très grande partie par les Polonais. Même le ghetto juif de Varsovie était gouverné par les juifs, des collaborateurs. Des situations pareilles n'existaient pas et n'ont pas existé en Union soviétique. Et donc c'était tous des peuples slaves, la haine, donc le racisme contre les slaves était, je pense, pas plus grand parce que c'était des Ukrainiens, des Biélorusses ou des Russes même, ou des Polonais. Mais il y a un facteur, et ça s'est bien expliqué, donc en Union soviétique, c'était
grande purge des années 37-38, d'éliminer les noyaux de la cinquième colonne. Je pense que c'est un très grand argument pour dire qu'il y a une différence entre ce qui s'est passé en Union soviétique et par exemple la Pologne. Et ce n'est que explicable, donc il y a une seule explication, c'est que, entre autres, c'est pas entre autres, que la cinquième colonne était éliminée, on peut dire, peut-être trop fort. Mais je ne sais pas, parce que les nazistes ont trouvé les collaborateurs en Union soviétique, par exemple en Ukraine, mais l'Ukraine était aussi une des régions que, dès le début de l'existence de l'Union soviétique, où les impérialistes, surtout français, mais aussi anglais, ont essayé plusieurs fois de faire une contre-révolution. Le dernier, si je me rappelle bien, c'était en 1926. Donc une sorte de rébellion tout à fait contre-révolutionnaire et réactionnaire. Donc en Ukraine existait un noyau de collaborateurs avec l'impérialisme occidental. Et je pense que dans les purges de 1937-38, on n'a pas assez nettoyé l'Ukraine. Ça, c'est mon opinion. Mais je propose que d'abord on prend les autres interventions et puis vous aurez l'occasion de certainement encore de répondre. Donc on avait abordé maintenant cette affaire de guerre patriotique. Hein? Donc alors le deuxième, c'était les excès dans les purges et puis les procès même entièrement truqués. Donc cette intervention-là, donc il y a déjà une autre intervention qui allait contre cela. Oui. Oui, bon, moi je ne sais pas, moi je me tiens à ce que j'ai dit, je trouve que ce qui va déjà très loin. Donc ce que j'ai cité tout à l'heure, que l'arbitraire remplaçait l'examen rigoureux, que les services policiers étaient soustraits au contrôle du parti. Donc je pense que dans des cas comme ça, c'est évident qu'il y a eu des trucages et des faux témoignages. Moi je vais pas... Bon, je ne connais pas suffisamment les documents, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui les connaît suffisamment, et je ne sais pas si jamais on les connaîtra suffisamment, si jamais, mais je trouve que ça... Bon, même si on admet qu'il y a eu des faux témoignages, et même si on admet qu'il y a eu des trucages, ça, pour moi, ça fait partie de ce que j'ai dit. Je pense que ce que j'ai dit, c'est qu'il y a eu des gens qui ont été faussement accusés, même des gens qui étaient tout à fait révolutionnaires et qui sont toujours restés des révolutionnaires. Donc, je ne vois pas ce que j'ai dit là qui est absolument en contradiction avec ce que vous avez dit. Donc, dans la question, dans le cas de Boukharine, par exemple, Boukharine a toujours protesté son innocence. Hein. Enfin, oui, il n'a pas été jusqu'au... Bon, mais explique alors. Boukharine